Merci beaucoup, merci pour cette invitation et cette occasion de creuser un peu ce sujet. Comment dire première remarque que je voudrais faire avant d'entrer, c'est que la question de l'immigration et des immigrés est au départ pas du tout mon angle d'entrée. Au contraire, comme on me le faisait remarquer à l'arrivée, c'est plutôt un angle mort, un angle aveugle. Mais par contre, mon angle d'entrée, c'est un certain nombre d'emplois ou un certain nombre plutôt d'activités ou de tâches qui correspondent ou que l'on retrouve dans certains emplois. C'est ces tâches de nettoyage, d'entretien, que l'on retrouve à travers la fonction, parfois dans certaines enquêtes, entretien, gardiennage, travail ménager, dont on a vu précédemment la surreprésentation, du coup, chez les salariés immigrés ou d'origine étrangère. Et effectivement, quand on s'intéresse à ces emplois-là, quel que soit le point d'entrée, on va retrouver une surreprésentation extrêmement nette de cette population, et donc un ensemble de questions qui peuvent se retrouver. On l'a vu dans la présentation précédente, sur cette fonction, quasiment 5 fois plus en termes de proportion d'immigrés que de nationaux français. L'idée est aussi d'entrer par rapport à ce qui a été dit avant dans un champ plus spécifique, c'est-à-dire d'essayer de repérer ce qui se passe au-delà des effets de structure et des types d'emplois particuliers que l'on observe. Alors pourquoi s'intéresser aux immigrés dans les emplois du nettoyage? On a bien un lien quasi naturel, évidemment, avec 15 guillemets de part et d'autre du naturel, mais une proximité très forte et un certain nombre de travaux, pour le coup, sur au moins une partie de ces emplois qui sont relativement nombreux. La question de la migration ou des immigrés dans certains des emplois liés aux activités de nettoyage, je les redéfinirai plus précisément juste après, sont importants, notamment dans le champ du travail domestique, où ici la racialisation, que ce soit dans les travaux en France ou plus encore dans les pays anglo-saxons ou même à peu près partout, font un lien très très fort et soulignent ces dimensions, qu'elles soient liées à la migration ou alors à des différences ethniques propres à un pays, que ce soit la situation des populations arabes en Israël ou la population évidemment des Noirs en Amérique du Nord. Le rôle aussi des migrations dans de nouvelles formes, en tout cas de migration, dans la féminisation des migrations. Bon, là aussi, c'est un phénomène bien connu. La féminisation des migrations passe, entre autres, je vais le dire essentiellement, il faudrait le quantifier plus précisément, mais de manière extrêmement marquée, en tout cas importante, par certains services, notamment les services à la personne, comme on dit chez nous, mais aussi l'ensemble des services de nettoyage. Ça renvoie également à des travaux auxquels tu faisais allusion tout à l'heure, aussi sur les chaînes du travail de reproduction, les chaînes du care, etc., qui sont interrogées par ce biais-là. Et puis enfin, une autre manière aussi d'interroger la place des immigrés dans les métiers du nettoyage, c'est par la mobilisation notamment des travailleurs sans papier que l'on va retrouver. Et là, l'actualité est, je dirais, presque régulière sur ces questions-là, avec une concentration de salariés sans papier qui essayent d'avoir une reconnaissance par ce biais-là. Alors, dans cette présentation, moi, je vais m'intéresser essentiellement à certains de ces métiers et essayer de regarder, de trouver des éléments qui poseraient la question de est-ce qu'il reste des spécificités dans ce champ pour la population immigrée, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé l'effet de structure métier du nettoyage dans l'ensemble des effets qu'on a vus précédemment, est-ce que dans ce champ-là, il reste des spécificités, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque part une double peine d'être dans ce champ plus immigré ou quelque part c'est moins le cas. C'est évidemment difficile toujours à décortiquer, mais je vais essayer d'avancer un peu sur cette question. Autour de 4 questions principales. La première, sur laquelle j'irai très vite, parce que ça a déjà été fait sur les définitions de ce que l'on entend par les différents termes que j'utilise. Puis un deuxième point sur des questions de surreprésentation et de représentation des salariés en question. Enfin, une réflexion avec plus de questions que de réponses, très souvent, je suis désolé, sur des formes de segmentation interne au champ du nettoyage
nettoyage, c'est-à-dire qu'on a un marché du travail segmenté en règle générale, mais au sein de ce segment-là, on a une nouvelle segmentation extrêmement forte. Et enfin, des questions autour de pourquoi est-ce qu'on retrouve les salariés immigrés au final ici, quels sont les mécanismes d'orientation, de sélection, d'auto-sélection, etc., que l'on peut retrouver. Et puis derrière, du coup, quelles sont éventuellement les trajectoires que l'on peut aussi repérer pour essayer d'y retrouver un peu d'espoir, ou pas. Alors, les définitions des immigrés et descendants d'immigrés, ça a été apporté précédemment, je n'y reviens pas. J'ajouterai juste que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de prendre en compte plus le lieu de naissance que la nationalité au sens strict. Et quand c'était possible, c'est-à-dire lorsqu'on était sur des questions où il y avait un échantillon suffisamment important, donc plus sur l'enquête emploi que sur l'enquête conditions de travail, au RPS, de prendre l'origine géographique, de distinguer l'origine géographique à partir du lieu de naissance des parents, en distinguant les lieux de naissance des parents en Europe du Sud et dans le reste du monde, en gros, pour aller très très vite. L'ensemble des données qui sont mobilisées ici viennent soit de l'enquête emploi 2017, soit de l'enquête RPS 2016, qui permet de descendre plus précisément sur des questions, évidemment, mais aussi avec un échantillon forcément plus réduit. Les emplois du nettoyage, quels sont-ils? Qui sont-ils? C'est un petit 2 millions, c'est un 2 millions de salariés en France, grosso modo, autour des PCS qui sont rappelés là sur le PowerPoint, sur la slide, mais qui en gros relèvent de 3 gros paquets. Le premier paquet, c'est les agents de service. Agents de service des établissements primaires, agents de service des autres établissements scolaires, agents de service du reste de la fonction publique et agents de service hospitaliers. C'est ensuite un deuxième paquet autour des salariés auprès des particuliers, que ce soit du particulier employeur ou non, donc principalement les aides à domicile et les employés de maison. Et puis enfin un troisième groupe qui sont plus dans le nettoyage commercial, pourrait-on dire, ou dans d'autres lieux plus commerciaux, à la fois les femmes de chambre, pour les hôtels, pour l'hôtellerie essentiellement, et puis les nettoyeurs qui relèvent de la branche du nettoyage. On peut discuter extrêmement longtemps de l'identification précise ou non de ce périmètre. Ce qui m'intéresse ici, c'est que pour l'ensemble de ces métiers, une part importante du travail est de nettoyer. Pas uniquement, et que justement, pour certains d'entre eux, l'identification de ce qui fait le travail n'est pas forcément de nettoyer. Typiquement, les aides à domicile. Et la question peut nous occuper pendant 3 jours et 3 nuits non-stop de savoir si ce qu'elles font, c'est nettoyer ou pas nettoyer. C'est de manière absolument sûre, non, ce n'est pas nettoyer. Et de manière absolument sûre, c'est si, c'est nettoyer. C'est aussi dans le vécu que ça se joue. Et ce sera une partie des questions que j'essaierai d'aborder justement dans la distinction entre les immigrés et les nationaux. Dernier point sur cette diapo, sur la question qui a été aussi abordée et rappelée plusieurs fois par Nicolas Sandré avant, c'est qui est-ce qu'on touche à travers ces enquêtes et comment est-ce qu'on arrive à capter certains salariés plus que d'autres. Alors sur les enquêtes que l'on a là, ça va au-delà de ceux qui vont dans des consultations médicales ou qui vont auprès du médecin du travail, et on verra, je ne sais plus si je vais laisser la stat exacte ou pas, mais qu'effectivement dans le nettoyage, on a un sous-recours à la médecine, et notamment à la médecine du travail, et que chez les immigrés, au sein du nettoyage, on a un sous-recours. Donc cela, à la rigueur, on les capte quand même par les enquêtes que l'on utilise aussi. Par contre, il reste un segment encore en dessous, en quelque sorte, que l'on n'a pas ou quasiment pas, c'est le travail informel, c'est le travail non déclaré, c'est le travail illégal. Évidemment, dans les services à la personne, ce n'est pas négligeable. Pour le dire vite, si la part de ce travail informel dans les services à la personne a fortement diminué depuis une quinzaine, vingtaine d'années avec les différents mécanismes de solvabilisation, etc., là où le travail informel continue à se concentrer de manière importante, c'est justement pour les salariés immigrés et immigrés récents, puisqu'il n'est plus directement économiquement rentable pour un employeur ou pour un particulier de recourir à du travail informel, sauf si on peut aller très en dessous du SMIC, ou sauf si, pour le salarié, il n'y a pas ou difficilement la possibilité de se faire reconnaître.
L'autre espace dans lequel on va oublier du coup un certain nombre de personnes, c'est dans les chaînes de sous-traitance. Et là aussi, c'est encore une fois les situations les plus dégradées qui nous échappent. Alors c'est quoi ces chaînes de sous-traitance? C'est dans le nettoyage un donneur d'ordre qui recourt à une entreprise qui a relativement pignon sur rue, pour lire vite Honnête par exemple, ou d'autres. La SNCF par exemple recourt au service d'Honnête. Là il y a un contrôle du sous-traitant et comme le disait une personne que j'interrogeais dans ce cadre-là, elle me disait oui, moi je contrôle très bien mes sous-traitants, j'ai une charte éthique, j'ai une charte de l'achat responsable, etc. Et je sais très bien ce qu'ils font et qui ils sont. Tout à fait, sauf que son sous-traitant recourt à un sous-traitant qui parfois recourt lui-même à un sous-traitant. Et au bout du bout, c'est évidemment des gens qui sont dans des situations particulièrement défavorables et sur lesquelles il n'y a plus aucun contrôle, on ne sait plus véritablement qui ils sont. Deuxième idée, donc au-delà des définitions, cette surreprésentation, et puis l'heure du repas s'approchant doucement, mais sûrement, j'ai voulu du coup mettre un peu d'image pour vous permettre de tenir, et notamment une image de repas sur le côté droit de la diapositive. Donc une nette surreprésentation, c'est une représentation statistique, évidemment, hein, on a une population immigrée dans ces métiers, au-delà de 12, 13, 14%, difficile d'en dresser véritablement l'évolution. Je me suis un peu cassé la tête dessus parce que j'avais au départ construit une belle courbe à partir des enquêtes emploi et puis je me suis rendu compte qu'en fait non, les définitions variaient trop d'une année sur l'autre, d'une période sur l'autre et il y avait tellement de ruptures de série sur ma courbe qu'au final ça ne servait à rien de mettre une courbe. Donc on a une représentation de salariés étrangers qui est élevée dans les métiers du nettoyage quels qu'ils soient et depuis longtemps. Je pense que ce qui est important plus à garder en tête, c'est qu'on a une transformation progressive des zones d'origine, un éloignement progressif des zones d'origine. Les salariés des services domestiques, pour prendre ceux-là qui sont les plus anciens dans le champ, ont toujours été lointains. Et j'y reviendrai en conclusion, c'est le besoin de salariés lointains. Mais ce lointain va évoluer avec les modes de transport et autres. Être lointain, c'est d'abord être breton au début du XXe siècle. C'est ensuite être belge, quand les Bretons deviennent trop proches après la Première Guerre mondiale. Puis être lointain, c'est venir des Antilles. Puis être lointain, c'est venir d'Europe du Sud. Puis être lointain, c'est venir d'Afrique, du Maghreb, puis d'Afrique subsaharienne. L'illustration que je vous ai mis là, c'est un livre qui date des années 60, guide bilingue ménager à l'usage des employés de maison espagnols et de leur employeur. Et puis une petite citation au-delà de l'image de la bonne espagnole qui fait cuire son poulet dans le salon. Juste pour rappeler que donc dans l'introduction de ce livre, on nous précise bien que tous les Espagnols ne sont pas bruns, ni toreros, ni chanteurs de flamenco, mais presque tous sont gais de nature, vifs et enjoués. L'Espagnol a le sens du devoir et pas celui de la revendication si chère aux Français. Notre propos n'est pas de faire de l'anti-chauvinisme, mais d'essayer d'aplanir les difficultés inévitables dues à cette nouvelle cohabitation très répandue dans les cuisines françaises. On est en 1965, on pourrait en trouver d'autres exemples plus récents pour des populations plus éloignées aujourd'hui. On pourrait multiplier les extraits d'entretien qui nous signalent que les Africaines s'occupent bien des personnes âgées, mais que pour la propreté, c'est pas tout à fait ça, etc., etc. Donc la présence de représentation et de préjugés est évidemment forte et elle s'observe par ce biais-là. Sur la surreprésentation, je voudrais insister sur un autre point vraiment de manière très 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 importante, c'est le fait que la France et l'Île-de-France, enfin la province et l'Île-de-France ne vivent pas la même chose et que sur ce plan-là, on est sur des statistiques qui n'ont vraiment rien à voir. On pourrait rajouter à l'Île-de-France probablement quelques grandes villes françaises qui doivent être à peu près dans la même situation, mais sur lesquelles on n'a pas forcément les données, on ne peut pas forcément descendre à ce niveau-là. On peut par contre, quand même, avec l'enquête emploi, au moins séparer Île-de-France, France entière, même si c'est un peu délicat au niveau statistique, mais quand même, on est sur des échantillons suffisamment importants pour que ça ait un peu de sens. La présence des immigrés au niveau de la province est plus importante, mais il n'y a pas une surreprésentation délirante non plus, alors qu'au niveau de l'Île-de-France, on est sur des niveaux qui vraiment sont très forts, notamment pour la provenance en dehors d'Europe. C'est là le critère que j'ai pu adopter ici, dans celle-là.
Troisième idée, troisième partie, cette segmentation interne aux emplois du nettoyage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 3 paquets. Ces 3 paquets, c'est les agents de service, les services auprès des particuliers, le service industriel ou commercial. Et sur ce plan-là, on a une présence des salariés immigrés qui est extrêmement différente. Excusez-moi, j'ai juste oublié un truc, je m'étais dit que je le noterais avant, sur celle-ci. Un des éléments qui me semble important, désolé, ça fera écho à une des questions, c'est que dans les éléments que l'on ne prend pas forcément toujours complètement en compte, cette surreprésentation Île-de-France, elle va se traduire aussi par des conditions de logement qui vont être extrêmement différentes et à des répercussions sur la santé des conditions de logement qui peuvent se retrouver indépendamment de l'emploi, indépendamment de l'origine, indépendamment de la culture évidemment, mais j'ai plus la stat exacte, mais je l'avais regardé par ailleurs, la présence dans des zones urbaines sensibles ou dans des immeubles collectifs, etc., est largement plus importante pour les populations d'origine immigrée ou immigrées que pour les salariés français, y compris à emploi du nettoyage donné. Donc les conditions de logement doivent probablement, si on était capable de les traiter plus précisément, jouer aussi un rôle sur les conditions de santé et de vécu. Voilà, désolé pour ce retour en arrière. Je reviens donc sur cette diapo-là. L'idée qu'on a bien trois sous-segments à l'intérieur de ce segment qui expliquent en partie des écarts de qualité de l'emploi, parce qu'on est bien aussi sur des statuts juridiques qui sont différents. La première ligne, c'est essentiellement de l'emploi public. C'est essentiellement de l'emploi public qui, pendant longtemps, était aussi conditionné à des critères de nationalité, et l'est encore d'ailleurs en partie pour les étrangers hors Union européenne. Et donc une sous-représentation, en quelque sorte, dans les agents de service des salariés immigrés, alors qu'on a une surreprésentation beaucoup plus forte chez les nettoyeurs et les employés d'étage, et les femmes de chambre, pour le dire avec le vocabulaire habituel, sachant que la gradation de la qualité des emplois, c'est à peu près la même que celle qu'on observe là, et que dans les possibilités d'accès à certains métiers plutôt qu'à d'autres, on a des critères aussi purement juridiques et de cette segmentation qui se fait. Et dans les politiques de privatisation ou d'externalisation croissante d'un certain nombre d'emplois, se jouent aussi des formes de répartition ou d'accès à d'autres types de population et à une dégradation des conditions de travail de manière importante. On parlait des collectivités locales tout à l'heure. Le fait que de plus en plus de collectivités locales au niveau départemental externalisent le nettoyage des collèges auprès de sociétés prestataires plutôt que d'agents d'entretien polyvalents fait que l'on transforme aussi la population auquel on s'adresse, transforme les conditions de travail en même temps, et donc on a une dégradation nette. Donc des écarts de qualité de l'emploi, je ne vais pas aller, je pense, très longuement ou loin là-dessus, parce que beaucoup de choses ont été dites. Là, on les confirme en quelque sorte par l'enquête RPS. Ça me permettra, dans ma toute dernière diapo, de dire que dans les suites, il y a la volonté de regarder ce qui se passe du côté de Sumer. Donc on pourra du coup croiser nos suites possibles. Dans l'enquête RPS, qu'est-ce qu'on fait apparaître? Des conditions de travail qui sont sensiblement plus mauvaises sur certaines dimensions, notamment la rémunération. Voilà, on est sur des rémunérations plus faibles. L'effet d'être étranger, d'être immigré a un impact, toutes choses égales par ailleurs, sur la rémunération, je dis bien dans le champ de ces emplois. Alors j'ai ici à chaque fois pour les modèles économétriques 2 modèles, modèle 1, modèle 2. Le modèle 1, c'est celui qui intègre essentiellement comme variable de contrôle sexe, âge, ancienneté, diplôme, région parisienne. Et dans le modèle 2, j'ajoute le statut de l'employeur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'employeur public ou non public. Donc pour beaucoup de données, pour certaines données, la situation s'explique par le fait que les immigrés n'ont pas accès ou moins accès à l'emploi public.
ça explique rien en soi. C'est voilà, un mécanisme direct, on va dire, mais qui ne justifie évidemment rien. C'est vrai pour la rémunération, c'est vrai pour l'existence des primes, c'est moins vrai pour l'accès à la formation, par exemple. Le statut, le fait de rajouter comme variable de contrôle l'employeur public ne change rien au sous-accès des immigrés à des formations. Donc, des conditions de travail dans l'ensemble plus mauvaises sur ces points-là. Des conditions également salariales, enfin des conditions de travail en termes de formation, d'autonomie bien plus négatives également pour les salariés immigrés. Par contre, pas d'effet visible sur les conditions physiques, sur le rythme, ou ce type de conditions-là, où effectivement la caractéristique de l'emploi est cette fois-ci vraiment déterminante. En ne prenant que ces emplois-là, quelque part, on neutralise les effets conditions physiques de travail. Par contre, ce qui ne relève pas des conditions physiques est plus négatif pour eux. L'autre caractéristique très très forte, me semble-t-il, c'est qu'on est peut-être plus être un peu moins hors sujet que sur de la session que je ne l'étais jusqu'à présent. C'est des emplois qui sont nettement moins relationnels. Ce n'est pas tout à fait dans la question du travail émotionnel encore, mais quand même, on est sur une dimension, le fait d'être immigré, qui oriente vers des emplois qui sont bien moins relationnels, plus centrés sur le nettoyage proprement dit, que sur ce qui accompagne les activités de nettoyage, et notamment le soin aux personnes. On est plus donc dans ce que moi j'appelle le clean que dans du care. C'est juste pour simplifier la chose, hein, mais bien pour dire qu'on est sur des tâches, des fonctions vraiment spécifiques de nettoyage, plus sur les choses que sur les gens. Et ça me semble assez important parce qu'on va retrouver des situations de travail beaucoup plus isolées. Moins de contact avec le public, moins de contact avec des collègues, moins de contact avec des supérieurs hiérarchiques également. Hein. Je ne sais plus, un moment dans la présentation, tu disais qu'il y avait moins de tensions avec les supérieurs. Voilà, mais pour avoir des tensions avec ses chefs, encore faut-il en avoir et les croiser et les voir. On est typiquement dans des situations où c'est un peu moins fréquent. Moins de situations de travail relationnel donc important, et puis une invisibilisation qui est parfois, donc qui est statistiquement visible et significative, toutes choses égales par ailleurs, au moins en tenant compte de certaines choses, mais aussi qui, lorsque l'on regarde avec sur la base d'entretiens ou travaux plus qualitatifs, c'est une invisibilisation qui est organisée, qui est construite en tant que telle, avec parfois des vestiaires séparés, alors pas pour les étrangers et les Français, on est bien d'accord, mais pour les salariés de la société prestataire et pour les salariés en interne, dans les collèges d'un département qui pratique l'externalisation partielle, on a bien, dans le cahier des charges, noté en toutes lettres l'existence d'un vestiaire dans chaque collège pour les salariés du département et d'un autre pour les salariés du prestataire externe. Il se fait que d'un côté, ce sont des immigrés, de l'autre, ce n'en sont pas. C'est également des horaires de travail qui vont renforcer le décalage et l'invisibilisation. Et puis enfin, ça peut être parfois des choses encore plus crues lorsque l'on est obligatoirement en contact avec certaines personnes pour contourner le racisme ou les préjugés des usagers, affecter aux salariés d'une origine donnée, des secteurs ou des champs moins visibles. C'est l'exemple d'un EHPAD dans lequel on nous expliquait que pour éviter le racisme des personnes âgées, les salariés immigrés étaient dans le secteur Alzheimer, parce que là, ça ne posait pas problème. Bon. Et alors, parallèlement à ça, pourtant, on a une instrumentalisation parfois des dispositions relationnelles, et notamment des femmes noires. On va le retrouver dans la petite enfance ou auprès des personnes âgées. C'est-à-dire qu'il y a un discours ambigu. C'est-à-dire très souvent, il y a une mise à distance, une invisibilisation, et en même temps, on reconnaît que pour certaines personnes, il y a des compétences ou des capacités relationnelles spécifiques. Donc cette question-là, moi, me semble compliquée à articuler et à en tirer une conclusion au final. Il y a une forme d'ambivalence. En termes de harcèlement ou de comportement hostile, on a évidemment une situation plus forte des comportements hostiles auprès des personnes immigrées, avec là aussi des éléments qui sont à la fois statistiquement, en statistique descriptive assez nettes et assez fortes également, souvent significatives en travail économétrique.
Quatrième question avant la conclusion, et je n'ai pas regardé l'heure à laquelle j'avais exactement commencé, donc voilà. C'est cette question d'orientation ou de trajectoire. Pourquoi est-ce qu'on a une telle surreprésentation au final, avec quatre premières hypothèses ou quatre premières pistes qui ne sont évidemment pas mutuellement incompatibles les uns avec les autres. Des choses qui sont un peu peut-être enfoncer des portes ouvertes pour un certain nombre d'entre elles, mais peut-être pas toutes. D'abord, le premier élément, c'est effectivement pour un certain nombre de travailleurs immigrés, les seuls emplois considérés comme accessibles. La surreprésentation est telle pour certaines catégories, notamment certaines catégories d'origine, qu'on se demande si d'autres emplois sont de fait accessibles. C'est vrai pour les femmes originaires d'Afrique, globalement, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, où on atteint des taux de plus de 70%. Une femme non diplômée, sans diplôme français, s'entend, originaire d'Afrique subsaharienne, est à 70% dans ces emplois du nettoyage. On a là, pour le coup, une concentration extrêmement forte. Alors, au-delà de ces seuls emplois accessibles, on est aussi face à des situations de réseau ou de modes de recrutement qui sont assez spécifiques. Très nettement, le mode de recrutement pour les immigrés passe beaucoup plus par les réseaux familiaux notamment que par les formes plus formelles de recrutement. Et on sait, et là il y a des travaux, que ce soit à l'étranger ou en France, sur les modes de recrutement, notamment des entreprises de nettoyage, de s'appuyer sur des réseaux ethniques ou autres, en tout cas de profiter de la capacité de ses propres salariés à faire embaucher d'autres personnes pour avoir un volant de main-d'œuvre disponible, et donc des situations de proximité, y compris familiales, au sein des équipes. Dans les équipes de nettoyage, on aura assez régulièrement la mère et la fille, des cousines, etc. Et donc forcément des personnes d'une origine nationale identique. Et c'est donc particulièrement vrai pour les immigrés. Troisième facteur qui va surorienter ou surreprésenter, expliquer une surreprésentation, c'est le rôle des politiques publiques spécifiquement et de l'ensemble des intermédiaires du marché du travail. Il est évident, y compris d'un point de vue juridique, que les politiques publiques conseille ou oriente prioritairement les salariés, les immigrés, vers certains secteurs. 3 branches ont signé un accord spécifique avec la direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté. C'est la branche de la propreté, l'Agence nationale des services à la personne à l'époque où elle existait, et la branche des transports. Donc, y compris d'un point de vue explicite, juridique, une conception d'une priorité, en quelque sorte, d'orientation vers ces secteurs. Et des politiques mises en œuvre par ces branches pour aussi parfois faciliter l'accès, y compris dans l'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme, etc. Dernier élément, évidemment, c'est la question des préjugés et des discriminations, y compris de formes de racisme, avec une surreprésentation pour les immigrés de devoir subir des comportements hostiles en raison de la couleur de peau, ce qui est un peu logique. Toujours sur ces trajectoires professionnelles, quand on rentre dans le détail, en quelque sorte, des différents champs à l'intérieur de l'ensemble du nettoyage, on va faire apparaître le fait que les immigrés dans le nettoyage commercial, donc les 684A par exemple, sont des immigrés, oula, il y a des S en trop, plus récents que les autres métiers. Là encore, c'est aussi des questions juridiques qui expliquent cela, puisque les barrières à l'entrée dans certains emplois sont plus importantes que dans d'autres. Donc on a une nouvelle segmentation qui se construit à ce niveau-là. On est sur des salariés qui ont des parcours et des trajectoires plus complexes, davantage marqués par le chômage, l'inactivité, la précarité. Mais pour le coup, cette distinction-là ne se retrouve pas vraiment entre immigrés et non-immigrés au sein des emplois du nettoyage. L'ensemble des salariés du nettoyage ont des parcours complexes. Et au final, les immigrés n'en ont pas forcément de manière beaucoup plus forte. Par contre, ces emplois constituent encore plus, en quelque sorte, des formes d'impasse que des tremplins possibles.
c'est évidemment une des questions très importantes, à savoir que oui, si c'est le seul emploi accessible pour lors d'une arrivée en France ou lors d'une arrivée en Europe, est-ce que ce sont des métiers qui permettent ensuite une ascension professionnelle? Est-ce que c'est une porte d'entrée, certes pas hyper joyeuse, mais qui ensuite ouvre à d'autres choses? Je n'ai pas de réponse évidemment claire à fournir, mais ce que l'on peut faire apparaître quand même, c'est que dans l'ensemble, on reste sur des métiers qui ne permettent pas de progression, ni pour la personne elle-même, enfin, ni au sein de cet emploi ou au sein de l'entreprise, ni dans une trajectoire professionnelle plus large. Ça peut s'expliquer par différents phénomènes, mais rappelons au moins les deux éléments suivants, c'est que ce sont des métiers qui sont considérés comme n'apprenant rien ou apprenant peu de choses. On a une particulière surreprésentation de gens qui déclarent ne rien apprendre dans leur activité professionnelle dans ces métiers-là. Donc en faire un support à une amélioration de l'employabilité est délicat. On a ensuite des métiers qui sont marqués par des perspectives de formation continue extrêmement faibles, voilà, extrêmement faibles. Et donc là aussi, on imagine mal la possibilité d'accroître son employabilité. Et puis enfin, on est sur des métiers dans lesquels les politiques ressources humaines sont là aussi bien plus faibles qu'ailleurs. Donc on n'a pas d'accompagnement, pas de supérieur hiérarchique dans un certain nombre de cas, pas d'évaluation annuelle, enfin en tout cas beaucoup moins d'évaluation annuelle qu'ailleurs, etc., etc. Donc tous ces éléments se cumulent pour rendre difficile d'en faire un éventuel tremplin ou autre. On avait compris des travaux qui montraient que même dans le cadre d'un emploi complémentaire à des études, ce secteur-là était celui qui était le moins rentable, en quelque sorte, puisqu'il avait tendance même à dégrader le niveau de salaire futur du premier emploi hors études par rapport, y compris à la restauration rapide, par exemple. Dernière diapo, en espérant être toujours à peu près dans les temps. C'est essayer de poser une question, je ne sais pas si c'est de manière provocante ou pas, mais en gros, pourquoi est-ce que pour ces métiers-là, on a besoin de personnes lointaines plus qu'ailleurs? C'est vraiment une situation qui se retrouve de manière tellement générale que nettoyer, c'est quelqu'un socialement, culturellement loin, qu'il y a bien, voilà, il faut essayer de décortiquer ça. Ça va se retrouver largement en Europe ou ailleurs, hein, avec même souvent des identifications nationales précises à ceux qui viennent nettoyer, de l'albanaise en Grèce à la polonaise en Allemagne, aux sud-américaines aux États-Unis, ou aux boliviennes et péruviennes au Chili ou en Argentine, par exemple. Donc il y a souvent chaque pays a son socle de recrutement pour ces tâches-là. Le premier élément que l'on peut donner, c'est l'effet sur le prix que cela peut avoir, le prix de la prestation, le prix du travail, le prix de l'heure de nettoyage, en quelque sorte, qui va s'articuler de manière assez nette, quand même, j'ai mis un point d'interrogation, mais je pense qu'on peut l'enlever, en fonction de l'origine. Ça, je pense aux travaux notamment de Bridget Anderson, qui l'avait fait à travers d'un travail plutôt qualitatif sur les grandes villes européennes et comment, dans les métiers domestiques, l'origine nationale déterminait en quelque sorte un niveau de salaire horaire. Je vais essayer du coup de le regarder. Alors là, pour le coup, on est sur un échantillon qui est quand même limité, donc il faut être très, très, très prudent sur le tableau qui vous est présenté là sur la droite de la diapo. Mais néanmoins, un salaire horaire là, on est sur les salariés du particulier, où la marge de fluctuation du salaire horaire est plus importante que lorsqu'on a une branche comme la branche de la pauvreté qui impose de la propreté, lapsus révélateur, la branche de la propreté qui impose un tarif un peu unique en quelque sorte. Là, dans le champ du particulier employeur ou des emplois auprès du particulier, puis c'est pas que du particulier employeur, mais auprès du particulier, on a davantage de variations. On a des différences salariales qui sont quand même importante, hein, on est à plus de 10% selon l'origine nationale, avec une prime pour certaines origines essentiellement d'Europe du Sud, et typiquement, en gros, c'est le Portugal qui joue ici. Être portugaise et apporte,
avec plein de guillemets, avec plein de précautions, plein de prudence, une prime salariale. Au point que parfois les salariés de l'ex-empire colonial portugais tentent de faire valoir cette lusophonie pour essayer de gratter quelque part de marché potentiel. Et donc les mozambicaines, capverdiennes mettront des annonces femmes portugaises ou femmes d'origine portugaise, etc. etc. C'est-à-dire que dans les annonces elles-mêmes de services, la nationalité est mise, et non pas pour être désavantageuse, mais comme un avantage possible. C'est évidemment pas du tout le cas pour les femmes originaires d'Afrique, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique noire, où au contraire, là, on a une pénalité salariale qui n'est pas négligeable. Pénalité salariale qui va s'expliquer de deux manières. D'abord, dans le salaire avec les particuliers employeurs, mais qui va aussi se retrouver parce qu'on n'a pas les mêmes employeurs, typiquement. Et c'est la deuxième petite flèche ici de cette diapo, c'est-à-dire qu'on va retrouver le rôle d'employeurs spécialisés. Les employeurs spécialisés, ça renvoie à la question de qui paye la mise en relation. Quand je dois trouver un salarié pour effectuer du nettoyage, que ce soit moi particulier ou que ce soit une entreprise qui veut externaliser son nettoyage, je dois trouver les salariés qui le feront. Trouver les salariés qui le feront est en soi un travail, est en soi une difficulté, parce qu'on a des tensions sur le marché du travail, parce qu'on a, comment on dit, on a un manque d'attractivité, pour le dire de manière très poétique, de ces métiers, etc. Et donc on va recourir à des employeurs dont le métier est d'aller chercher ceux qui accepteront de le faire pour les conditions salariales et les conditions d'emploi en question. Et aller chercher quelqu'un qui le fait, ça a un coût. Donc qui paye cette mise en relation? Et c'est une question qui est très ancienne, au début du XXe siècle, la question de qui paye la mise en relation entre les familles bourgeoises et leurs bonnes et leurs domestiques est clairement posée. Est-ce que c'est la salariée qui doit payer pour avoir eu droit d'être mis en relation avec un employeur, ou est-ce que c'est l'employeur qui doit payer pour avoir eu un service de mise en relation avec une salariée? Qui paye ce coût de la mise en relation? Au final, entre le droit qui interdit aux salariés de le payer et la réalité qui fait que le salarié qui est mis en relation par ce type de mécanisme a une pénalité salariale évidente, il y a un écart. Et il est clair que cette mise en relation est en partie payée par les salariés, ou pour le dire autrement, les intermédiaires, les entreprises de la propreté, les entreprises de service à la personne, s'intercalent entre des clients et des salariés plus lointains, qu'il coûte donc plus cher à aller chercher, mais par contre que l'on peut payer moins cher en quelque sorte. Et c'est là qu'elles font une grosse partie, en tout cas c'est très net pour les services à la personne, une grosse partie de leur marge. Mais du coup, ça renvoie à des processus de renforcement de la spécialisation, et ce qui renvoie du coup à la dimension moins relationnelle des emplois de nettoyage tenus par les immigrés, moins relationnels, parce que bien plus spécialisés, parce que plus dépendants d'employeurs spécifiques également. Et du coup, je terminerai sur les formes de modalités de répartition de ces emplois pénibles. Et juste pour faire référence à un auteur que j'aime bien, qui est Michael Walzer, qui montre assez nettement que pour ces emplois pénibles, recourir à des gens hors communauté est souvent la façon la plus simple et la moins coûteuse de procéder. Merci.